Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler de façon très générale et très prospective, comme il m'a été demandé, de l'avenir des bassins versants et peut-être évoquer un petit peu la dimension historique qui explique beaucoup de choses, l'histoire et la géographie étant des éléments extrêmement importants et incontournables qui s'imposent à nous, que ça nous plaise plus ou moins. Un aspect aussi important à rappeler, c'est l'importance d'une fonction de l'eau qui n'a pas été peut-être tellement évoquée jusqu'ici cet après-midi, c'est celle de la navigation. Car il se trouve que, historiquement, enfin, les grands fleuves ont été navigués et qu'ils ont donné lieu parfois à des conflits, à des grandes conventions très connues, comme celle sur le Rhin avec le traité de Westphalie ou sur le Danube avec le traité de Paris en 1856, à l'issue de la guerre de Crimée. Il est important de voir dans cette évolution historique aussi que les tensions et problèmes sur le partage des eaux transfrontalières s'est étendu au problème de la mise en valeur des ressources hydroélectriques à la fin du XIXe siècle, car évidemment, les aménagements des uns avaient un impact quantitatif sur la ressource des autres, et évidemment, ça n'a fait que se développer avec les énergies d'origine thermique ou nucléaire qui sont toutes plus ou moins liées à l'eau. J'ai cru bon quand même d'évoquer la navigation parce que je pense qu'avec le changement climatique, cet usage de l'eau devrait prendre un intérêt supplémentaire. On voyait ces jours-ci qu'on peut maintenant faire des transports par le pôle du fait du réchauffement. La banquise dégèle et on a des systèmes de circulation maritime tout à fait nouveaux et très lourds de conséquences de tous ordres, non seulement économiques, mais aussi environnementales sur toute la planète. Mais la navigation n'est pas seulement maritime, elle est aussi fluviale, hein, car très souvent, les villes sont situées à cheval sur les grands fleuves, très nombreuses, ou à la rigueur sur les deltas ou sur les estuaires. Et par conséquent, l'accès au cœur de la ville peut se faire pour les matières pondéreuses, les matières dangereuses, disons par la voie d'eau, et de même l'évacuation des déchets, l'évacuation des gravats. On voit par exemple à Paris, qui se veut un modèle en domaine, disons que le recours à la voie d'eau a repris une nouvelle jeunesse avec non seulement, bien sûr, le développement permanent des bateaux-mouches, mais aussi les hôtels logistiques qui permettent d'approvisionner les grands magasins la nuit et également les possibilités de transport, disons, avec un moindre risque, de façon économique, très peu consommatrice d'énergie. Et donc la navigation, qui est d'ailleurs une des activités historiques importantes de toujours sur le Nil, est un aspect qui mérite d'être pris en considération, bien qu'évidemment certaines conventions internationales l'excluent. Sinon, donc, un autre aspect qui, dans le processus historique, a pris de plus en plus d'importance, c'est l'aspect qualitatif, car on parle beaucoup, évidemment, du partage en quantité. Évidemment, c'est essentiel. Tout le monde a besoin d'en eau en quantité suffisante, mais encore faut-il que la qualité de la ressource, et plus encore de celle qui est distribuée pour la consommation humaine, soit suffisante. Or, on voit que les problèmes, ça a été évoqué, disons, de pollution, sont devenus extrêmement prégnants et qu'on a non seulement les pollutions traditionnelles, les pollutions industrielles qui s'étaient développées depuis un siècle, mais on voit apparaître aujourd'hui des formes de pollution beaucoup plus méconnues, enfin, les pollutions diffuses liées à l'agriculture, les pollutions par les micropolluants, les pollutions à effet perturbateur endocrinien, les perturbations également des nanoparticules. Évidemment, on n'en parle pas énormément, mais l'eau en est un vecteur de transmission qui après se propage dans toute la chaîne alimentaire, et c'est un problème qu'il est absolument indispensable de prendre en considération, y compris dans la gestion des eaux transfrontalières. Eaux transfrontalières, pas seulement de surface, mais également aquifères, car les deux sont interdépendants. Et bien qu'on attache évidemment une importance prioritaire au bassin hydrographique,
on doit également prendre en compte les aquifères dont les périmètres ne sont pas exactement les mêmes et dont les difficultés juridiques sont encore plus grandes, car très souvent, on a tendance à associer la propriété du sous-sol à la propriété du sol, alors qu'en fait, l'eau souterraine se déplace à l'intérieur du sol moins vite et dans les 3 dimensions, et qu'elle est elle-même un sujet de conflit redoutable. Donc, on voit par conséquent que l'expérience qui, sans vouloir être trop cocardier, a quand même beaucoup dû à la France avec la loi de 1964, qui a en plus entraîné, disons, une évolution au niveau européen. La directive cadre européenne était passablement influencée par l'expérience des agences de bassin en France, qui ont aussi cette caractéristique, non seulement d'avoir le périmètre de l'eau très particulier du bassin hydrographique, mais d'avoir mis en place un système de financement très original en collectant des redevances sur les prélèvements d'eau et sur les rejets d'eau usée, et en redistribuant l'essentiel de ces prélèvements-là aux mêmes intéressés pour les investissements liés à l'eau. L'eau finance l'eau. Et on voit par conséquent dans le périmètre de l'eau un cycle de l'eau, disons, qui permet d'inciter les acteurs à économiser la ressource et également à limiter leur pollution. C'est cet instrument financier qui finalement a peut-être le plus d'efficacité par rapport à la réalité économique et sociale du système des bassins. Et c'est ce qui est si difficile à mettre en place, parce qu'on peut toujours avoir des institutions de bassin qui fassent des études, qui fassent des jolis schémas directeurs, mais s'il n'y a pas les moyens financiers adéquats pour mettre en œuvre les ouvrages, disons, c'est loin d'être suffisant. Voilà donc les quelques messages dont je voulais souligner l'importance. Disons, je pense qu'il faut également prendre en compte le fait qu'avec l'évolution du changement climatique, le bassin versant est certainement une réalité à considérer corse toujours, mais il faut peut-être élever le débat aussi à des ensembles de bassins versants. Disons, on voit déjà que nos bassins versants en France sont eux-mêmes des ensembles de bassins versants. Seine-Normandie, à les rivières de la côte normande, Adour-Garonne, à l'Adour et la Garonne, le Rhône, Méditerranée-Corse, à les rivières du Languedoc. Donc c'est un ensemble de bassins versants, mais à l'échelle supérieure, au niveau régional, on le voit sur la Méditerranée, les grandes mers à peu près fermées, comme la mer Baltique, par exemple, qui depuis longtemps a une institution, ELCOM, qui permet de coordonner un peu les usages dans cet ensemble, le bassin de la Méditerranée, le bassin de la mer Noire, le bassin des lacs, comme par exemple, on a évoqué le cas du lac Léman, qui est assez classique, mais aussi celui des grands lacs en Afrique centrale, et puis sur d'autres continents, les grands lacs américains pourraient très bien aussi en tenir compte, et déjà ils s'en tiennent compte de cet ensemble de bassins versants qui permet d'aborder les choses à un niveau encore plus élevé. Car on constate que le problème de l'eau ces dernières années est devenu finalement une préoccupation non plus seulement locale, non plus seulement régionale, non plus seulement transfrontalière, mais même mondiale, puisqu'on voit depuis une dizaine d'années que le droit à l'eau a été reconnu comme un droit humain par les Nations Unies, que également dans les objectifs du développement durable, il y a pour la première fois depuis 2015 un objectif dédié à l'eau. Et donc c'est un phénomène tout à fait révélateur de l'importance qu'au niveau mondial, ce problème de l'eau a pris, d'autant que le cycle de l'eau, le grand cycle planétaire de l'eau, est au cœur du système climatique et qu'on ne peut par conséquent absolument pas le dissocier, disons, des aspects hydroclimatiques qui nous préoccupent tant avec la recrudescence des événements extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses, avec toutes les conséquences qui ont été évoquées cet après-midi. Donc voilà, ce message, c'est que certes, il faut prendre en compte toujours le bassin versant et l'aquifère, l'aquifère, qu'ils soient transfrontaliers ou pas, mais il faut aussi peut-être prendre en compte des niveaux plus régionaux, comme l'Union pour la Méditerranée en est un exemple, ou je citais le cas de la Baltique, ou des ensembles régionaux qui peuvent également être pris en compte pour avoir plus de poids et discuter de façon diplomatique, comme l'a si bien souligné
son Excellence Moratinos tout à l'heure, car le monde a énormément changé. Il faut également que ces nouvelles techniques permettent d'utiliser à plein les possibilités technologiques de la modernité et la société numérique qui offre des possibilités qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Et donc il y a évidemment de nouveaux enjeux et la gestion de l'eau n'en sera que plus complexe, mais non moins stratégique, car l'eau est indispensable pour chacun et pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Louis. Alors Barbara.